Sais-tu quelle est l'erreur la plus grande que commettent beaucoup de femmes dans leurs relations? Ce n'est pas le manque de communication, ni l'incompatibilité, ni même la routine. C'est de croire que les hommes fonctionnent émotionnellement de la même manière que les femmes. Et laisse-moi te dire quelque chose que j'ai observé durant des années dans ma pratique. Tant que nous attendrons d'eux qu'ils ressentent l'amour, l'intimité et la connexion comme nous le faisons, nous continuerons à nous sentir incomprises, frustrées et souvent profondément seules dans nos relations. J'ai consacré ma vie professionnelle à comprendre comment fonctionne le cerveau humain dans le domaine affectif. Et il existe 3 vérités psychologiques à propos des hommes que la majorité des femmes ignorent totalement. 3 secrets qui, lorsque tu les comprends et les appliques, transforment radicalement la qualité de ta relation. Je ne parle pas ici de manipulation ni de jeux mentaux. Je parle de comprendre la neurobiologie masculine, de comprendre comment leur cerveau traite l'affection, le désir et la vulnérabilité d'une manière totalement différente de la nôtre. Et voici la promesse que je veux te faire aujourd'hui. Si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te révéler le 3e secret le plus contre-intuitif et le plus puissant de tous. Il est lié au désir masculin et va à l'encontre de tout ce qu'on t'a probablement enseigné. Cette connaissance peut changer à jamais ta manière de vivre tes relations. Et crois-moi, aucun magazine ni livre de développement personnel ne te l'expliquera comme je vais le faire maintenant. Respire profondément, car ce que je vais partager risque de bousculer certaines croyances que tu portes depuis toujours, mais je te promets que cela en vaudra la peine. Commençons par le premier de ces secrets psychologiques, et probablement le plus difficile à accepter pour beaucoup de femmes. Les hommes ne se connectent pas émotionnellement de la même manière que nous. Nous avons besoin de mots, de conversations profondes, de cet échange verbal qui nous fait sentir vus, écoutés et compris. Mais le cerveau masculin, lui, fonctionne différemment. Chez l'homme, la connexion émotionnelle se déclenche à travers l'action partagée et non à travers la parole. Cela s'explique biologiquement. Le cerveau masculin a moins de connexion entre les 2 hémisphères que celui de la femme. Cela signifie que lorsqu'un homme est concentré sur une activité, son cerveau se focalise intensément sur cette tâche précise. Et c'est justement dans ces moments d'action commune qu'il se sent le plus connecté à toi. Je vais te donner un exemple réel. Anna, une de mes patientes, est venue me voir complètement découragée. Elle avait l'impression que son compagnon ne s'ouvrait jamais émotionnellement. Elle avait tout essayé. Conversation au lit avant de dormir, questions sur ses sentiments, invitations à partager davantage. Mais plus elle insistait, plus il se refermait. Elle sentait qu'un mur émotionnel grandissait entre eux. Je lui ai donné une consigne qui l'a d'abord surprise. Arrête d'essayer de le faire parler et commence à faire des choses avec lui. Des activités simples, cuisiner ensemble, marcher dans la nature, bricoler, faire du sport ou même jouer à des jeux vidéo s'il aime ça. L'idée était de partager un moment sans pression émotionnelle. 3 semaines plus tard, Anna est revenue avec des larmes aux yeux cette fois, des larmes d'émotion et de compréhension. Elle m'a raconté que, pendant une randonnée, alors qu'ils admiraient le coucher du soleil après une marche difficile, son compagnon s'était enfin ouvert. Sans qu'elle ne le force, il avait parlé de ses peurs, de ses insécurités au travail et de combien il tenait à elle. C'était l'une des conversations les plus sincères qu'ils aient eues depuis des années. Cela ne veut pas dire que les hommes n'ont pas besoin de parler ou qu'ils n'ont pas d'émotions profondes. Cela signifie simplement que leur cerveau y accède par un autre chemin. Leur cortex préfrontal, responsable de l'expression verbale des émotions, s'active différemment de celui des femmes. Alors que nous traitons nos émotions en parlant, eux les traitent en agissant, en résolvant, en bougeant. Et voici un point clé que beaucoup de femmes ignorent. Lorsqu'un homme fait des choses pour toi, qu'il répare quelque chose, planifie une sortie ou t'aide dans un problème pratique, il exprime son amour dans son propre langage. C'est sa façon à lui de dire « Je t'aime, tu comptes pour moi, je veux prendre soin de toi ». Le souci, c'est que notre cerveau féminin interprète souvent ces gestes comme des actes à part, déconnectés de l'amour, alors qu'ils en sont l'expression la plus sincère. Pense-y, quand ton partenaire passe des heures à réparer ta voiture,
il ne le fait pas juste parce qu'elle est cassée, mais parce qu'il veut que tu sois en sécurité. Si tu ne reconnais pas ce geste comme une preuve d'amour, il se sent invisible et cette distance émotionnelle s'installe peu à peu. Les études en neurosciences montrent que lorsqu'un homme est en mode action, ses niveaux de testostérone augmentent, activant dans son cerveau des circuits de bien-être. Il se sent compétent, utile et valorisé. Et quand tu reconnais ses efforts, quand tu lui dis que tu vois ce qu'il fait pour toi, tu nourris sa plus grande nécessité, se sentir utile et apprécié. Alors, que peux-tu faire concrètement? 1. Créer des moments de connexion à travers l'action. Ce n'est pas la grandeur du geste qui compte, mais le partage. Préparer un repas ensemble, marcher, aller au sport ou travailler sur un projet commun. 2. Apprends à lire les actions comme un langage émotionnel. Quand il fait quelque chose pour toi, reconnais-le, dis-lui. J'ai remarqué que tu as réparé ça, merci, ça me touche. Je me sens aimé quand tu fais ça. Ces mots sont de l'or pour son cerveau. 3. Aie les grandes conversations en mouvement, en voiture, en marchant, en cuisinant. Le mouvement facilite l'expression émotionnelle chez les hommes. Ce n'est pas un hasard si beaucoup d'entre eux parlent plus en conduisant ou en faisant du sport. Leur cerveau s'ouvre quand le corps est actif. Avant de passer au deuxième secret, permets-moi une chose. Si ce contenu t'apporte de la clarté et te fait découvrir des vérités que tu ne connaissais pas sur la psychologie masculine, abonne-toi et laisse ton j'aime. Ce n'est pas qu'un bouton. C'est une façon de soutenir la création de contenus profonds basés sur la science et des années d'expérience clinique. Et prépare-toi, car ce qui vient maintenant est encore plus révélateur. Le deuxième secret concerne la psychologie du plaisir masculin et la manière dont elle se relie directement à l'intimité émotionnelle. Il existe un mythe tenace qui dit que les hommes séparent le sexe de l'amour, que pour eux, l'intimité physique est purement mécanique. C'est faux. C'est une généralisation qui blesse profondément et empêche de comprendre la vraie nature du désir masculin. En réalité, le plaisir masculin est intimement lié à deux besoins psychologiques, se sentir compétent et se sentir désiré. Et quand je dis désiré, je ne parle pas seulement du corps, je parle de sentir qu'il compte pour toi, que sa présence a de la valeur, qu'il fait une différence dans ta vie. Sur le plan neurologique, quand un homme se sent capable de te procurer du plaisir, de te faire te sentir bien, son cerveau libère un mélange de dopamine et d'ocytocine. La dopamine est la molécule de la réussite, du « je l'ai fait ». L'ocytocine, elle, est celle du lien émotionnel. Ensemble, elles créent une expérience de satisfaction profonde et durable. Mais voici le piège. Beaucoup de femmes, sans le vouloir, sabotent cette dynamique. Par exemple, en feignant le plaisir. Cela peut sembler anodin, mais c'est une erreur majeure. En faisant semblant, tu prives ton partenaire des informations dont il a besoin pour se connecter réellement à toi. Tu coupes le circuit naturel d'apprentissage émotionnel et physique qui permet au lien de s'approfondir. Le cerveau masculin apprend par retour concret, pas par hypothèse. Et c'est là que réside la clé du troisième secret. Tu dois comprendre une chose essentielle. Il a besoin de savoir que ce qu'il fait a un impact réel sur toi. Et quand il reçoit ce retour authentique, quand il voit que tu es vraiment présente, que tu apprécies, que ton plaisir est sincère, quelque chose d'extraordinaire se produit dans son cerveau. Les circuits de la récompense s'activent intensément, créant une association profonde entre ton bien-être et sa propre sensation de valeur. J'ai eu des patientes qui m'ont avoué avoir simulé pendant des années, pensant ainsi protéger l'ego de leur partenaire. Mais le résultat est toujours inverse. Avec le temps, l'homme sent que quelque chose ne va pas. Il ne sait peut-être pas quoi exactement, mais son cerveau détecte l'incohérence. Cela génère de l'anxiété, de l'insécurité, et finit par créer une distance émotionnelle qui affecte toute la relation. La vulnérabilité authentique est le plus beau cadeau que tu puisses offrir à un homme dans l'intimité. Quand tu te permets d'être vulnérable, quand tu exprimes sincèrement ce que tu ressens, ce que tu aimes, ce dont tu as besoin, tu ne blesses pas son ego. Tu l'invites à un niveau de connexion plus profond. Tu lui donnes la chance de vraiment te connaître, d'apprendre ton langage unique du plaisir,
de devenir quelqu'un qui se connecte à toi d'une manière intime et vraie. Parlons maintenant de la deuxième partie de ce secret, se sentir désiré. Les hommes ont un besoin profond de se sentir désirés, pas simplement tolérés ou acceptés. Et ce besoin dépasse largement le plan physique. Quand un homme sent que sa partenaire le désire, qu'elle le cherche, qu'elle le choisit activement, le système de récompense le plus puissant de son cerveau s'active. La testostérone, l'hormone dominante dans le cerveau masculin, est étroitement liée à la sensation de se sentir valorisé et désiré. Lorsque ce besoin n'est pas satisfait, les niveaux de testostérone chutent, ce qui affecte non seulement le désir sexuel, mais aussi l'énergie vitale, la motivation et l'humeur. C'est un cercle vicieux si on ne le comprend pas. J'ai vu de nombreuses femmes se plaindre que leur partenaire est devenu apathique, sans initiative, moins présent. Et lorsque nous explorons plus en profondeur, nous découvrons souvent qu'il ne se sent plus désiré, plus choisi. Il a l'impression que sa présence est neutre pour sa partenaire, que cela ne change rien qu'il soit là ou non. Et pour un homme, cette sensation est dévastatrice. Alors, que peux-tu faire de cette information? D'abord, apprends à communiquer ton plaisir de manière authentique. Cela ne signifie pas que tu dois tout verbaliser, mais que tu dois te permettre d'être vraiment présente, d'exprimer sincèrement quand quelque chose te plaît. Le corps parle son propre langage, et quand tu es pleinement là, ton partenaire le perçoit inconsciemment. Ensuite, parle d'intimité en dehors du lit. Une des choses les plus puissantes que tu puisses faire, c'est d'avoir des conversations sur ce que tu aimes, ce que tu aimerais explorer, tes fantasmes, tes désirs, mais dans des moments calmes, de complicité. Cela enlève la pression du moment et permet à chacun d'explorer depuis un espace de confiance et de sécurité. Troisième point, et il est crucial, exprime ton désir de manière active. Ne laisse pas toujours l'initiative à ton partenaire, va vers lui, touche-le affectueusement dans la journée. Fais-lui savoir que tu le trouves attirant, que tu penses à lui, que tu le désires. Pas besoin d'en faire trop ou d'être explicite. Un simple baiser plus long le matin, un regard complice, un message tendre suffisent. L'initiative féminine a un effet extraordinaire sur le cerveau masculin. Quand une femme exprime son désir, quand elle montre clairement qu'elle choisit son partenaire, elle touche l'un de ses besoins les plus profonds, se sentir choisie. Et cela crée un niveau de connexion émotionnelle bien au-delà du physique. Souviens-toi, le plaisir masculin n'est pas séparé de la connexion émotionnelle. Au contraire, quand un homme se sent compétent dans sa capacité à te donner du plaisir et qu'il se sent vraiment désiré, un lien émotionnel très fort se crée. L'intimité physique devient alors le langage le plus profond de l'amour. Et voici le troisième secret, celui dont je t'ai parlé au début. Les hommes ont besoin de se sentir utiles pour se sentir aimés. Cela va totalement à l'encontre de ce que la société moderne nous enseigne. Aujourd'hui, on nous répète qu'il faut être totalement indépendant, ne dépendre de personne, que demander de l'aide est un signe de faiblesse. Et oui, l'autonomie est essentielle, mais poussée à l'extrême, elle coupe un pilier fondamental de la connexion masculine. La neuroscience montre quelque chose de fascinant. Le cerveau masculin est câblé depuis des millénaires pour trouver du sens à travers la protection et la provision. Ce n'est pas une construction sociale, c'est de la biologie. Quand un homme sent qu'il est utile, qu'il apporte quelque chose, que sa présence fait une différence, des circuits liés au sens, à la valeur et à la motivation s'activent dans son cerveau. La dopamine se libère quand il résout un problème pour toi, quand il t'aide, quand il sent que sa contribution est reconnue. Mais voilà le piège. Beaucoup de femmes modernes, dans leur volonté de prouver leur indépendance, rejettent systématiquement toute aide. Elles disent « Je peux le faire seule, je n'ai besoin de personne, je gère ». Mais ce que le cerveau masculin entend, c'est « Tu ne sers à rien, ta présence n'a pas d'importance ». Je me souviens d'un patient d'une quarantaine d'années en dépression. Il avait une belle carrière, une famille, une bonne santé. Mais il me disait « Je sens que je ne sers à rien. Ma femme est totalement indépendante. Mes enfants n'ont plus besoin de moi. Au travail, je suis remplaçable. Alors pourquoi je suis là ?»
Cette sensation de ne plus être utile, de ne plus avoir de but dans ses relations les plus importantes, le détruisait. Et pourtant, sa femme l'aimait profondément. Mais dans son effort d'être forte et autonome, elle avait fermé toutes les portes par lesquelles il pouvait se sentir nécessaire. Quand elle a recommencé à lui demander de l'aide, à lui dire que sa présence comptait, tout a changé. Elle n'a pas cessé d'être indépendante. Elle a simplement laissé un espace pour qu'il exprime son amour dans son propre langage, celui de l'utilité, du service, de la contribution. Cela ne veut pas dire que tu dois feindre un besoin ou créer des problèmes pour lui donner un rôle. Non, cela veut dire reconnaître que, même si tu es parfaitement capable de tout faire seul, lui permettre de t'aider est un cadeau. C'est une manière de lui dire « Ta présence compte, ce que tu fais a de la valeur, j'ai besoin de toi ». Le mot « besoin » est devenu presque tabou dans les relations modernes. Mais il existe une différence immense entre dépendance et interdépendance. La dépendance dit « je ne peux pas vivre sans toi ». L'interdépendance dit « je peux vivre seul, mais ma vie est bien meilleure avec toi ». Le cerveau masculin est programmé pour relever des défis, pour résoudre des problèmes. Et quand cet élan naturel est valorisé au sein du couple, il se transforme en un amour profond, stable et durable. Quand un homme se concentre sur une tâche qui déclenche la dopamine, son attention devient totalement absorbée. Et lorsqu'il parvient à résoudre ce problème, quand il voit que son action a eu un impact positif, la sensation de récompense est immense. C'est pourquoi il est si important d'apprendre à demander de l'aide de manière spécifique. Dire simplement « aide-moi » est trop vague. Cela n'active pas les circuits cérébraux de résolution de problèmes. En revanche, dire « peux-tu m'aider à porter ceci ? J'aimerais ton avis sur ce sujet. » Ou encore « peux-tu m'aider à choisir entre ces options ?» offre à son cerveau un objectif concret, une manière claire d'être utile. Et voici ce qui est crucial. Lorsqu'il t'aide, reconnais-le. Remercie-le sincèrement. Fais-lui savoir que son aide a vraiment fait une différence. Ce geste ferme le circuit neurologique de la récompense. Son cerveau enregistre « Quand j'aide ma partenaire, je reçois reconnaissance et gratitude. Ma présence a un impact émotionnel positif sur elle. » Cela renforce ce comportement, le rend plus probable à l'avenir et, surtout, approfondit la connexion émotionnelle. J'ai vu des transformations spectaculaires dans des couples qui ont appliqué ce principe. Des femmes qui se plaignaient que leur partenaire ne participait pas, qu'il semblait distant, ont vu tout changer en créant des espaces précis où ils pouvaient être utiles et valorisés. L'homme est alors devenu plus présent, plus investi, plus connecté émotionnellement. Parce qu'ici se trouve une vérité profonde. Quand un homme se sent utile, il se sent aimé. Son cerveau ne fait pas de distinction entre ces deux choses. L'utilité est pour lui la preuve que sa présence compte, que son amour est reçu et apprécié, qu'il a un rôle significatif dans ta vie. Cela ne rend pas les femmes passives ni dépendantes. Au contraire, cela demande une grande force. Il faut l'humilité d'accepter que, même si tu es parfaitement capable, permettre à quelqu'un de contribuer à ta vie est un acte d'amour et de générosité. Cela demande aussi de dépasser l'ego qui dit « je dois tout faire seul » et d'ouvrir la porte à une vulnérabilité consciente, celle d'admettre que, oui, ton partenaire peut t'aider et que cela ne te rend pas moins forte ni indépendante. Vois les choses ainsi. Quand tu lui permets d'être utile, tu lui offres le même cadeau que celui qu'il t'offre. Quand tu lui permets d'accéder à tes émotions vulnérables, tu lui donnes accès à une partie de toi dont il a besoin. Cette interdépendance choisie, consciente, est ce qui crée des liens profonds et durables. Dans ma pratique, j'ai observé que les couples les plus heureux et solides sont ceux où les deux se sentent nécessaires, où chacun a un rôle clair et significatif dans la vie de l'autre. Ce n'est pas un hasard, c'est de la neurobiologie, de la psychologie profonde, c'est la manière dont les êtres humains sont faits pour se connecter. Alors, voici mon invitation pour toi. Pendant la semaine qui vient, identifie 3 domaines précis où ton partenaire peut être utile. Pas forcément des choses importantes, parfois de petits gestes suffisent. Demande-lui son aide de manière claire et directe. Observe sa réaction.
Regarde comment son énergie change lorsqu'il sent qu'il contribue de façon significative. Et surtout, remercie-le sincèrement. Dis-lui que son aide a fait une différence, que ce qu'il a fait a eu un impact positif sur ta vie. Tu verras un changement. Peut-être pas immédiatement, mais avec le temps, car tu parleras le langage que son cerveau comprend. Tu lui diras « je t'aime » dans une fréquence qu'il peut réellement entendre. Et maintenant, parlons d'un autre sujet qui cause énormément de souffrance chez les femmes, souvent à cause d'un malentendu neurobiologique. Le silence masculin. Combien de fois as-tu vécu cette scène? Quelque chose ne va pas. Il y a un conflit, une tension, un problème important à résoudre. Et lui, il se tait. Il se ferme, se retire dans sa grotte. Tu interprètes ce silence comme un rejet, un désintérêt, une preuve qu'il ne t'aime pas. Tu penses, s'il tenait à moi, il voudrait en parler. S'il m'aimait, il voudrait résoudre les choses maintenant. Mais laisse-moi t'expliquer ce qui se passe réellement dans son cerveau pendant ce silence, car comprendre cela peut complètement changer ta perception. Le cerveau masculin, face à un problème émotionnel complexe, a besoin d'un temps de traitement interne. Ce n'est ni une décision consciente, ni une stratégie pour t'éviter. C'est purement neurobiologique. La cortex préfrontal de l'homme. La zone du cerveau responsable de la régulation émotionnelle et de la résolution de problèmes fonctionne différemment de celle de la femme. Nous, les femmes, traitons les émotions en parlant. La verbalisation est pour nous une partie essentielle du processus de compréhension. Nous avons besoin d'exprimer ce que nous ressentons pour réellement le comprendre. Pendant que nous parlons, notre cerveau connecte différentes zones et trouve la clarté à travers la parole. Chez l'homme, c'est exactement l'inverse. Il doit d'abord traiter intérieurement ce qu'il ressent, analyser la situation, comprendre ce qu'il pense, avant de pouvoir en parler clairement. Si tu le forces à parler avant qu'il ait terminé ce processus, tu n'obtiendras que des réponses confuses, défensives ou un simple « je ne sais pas », ce qui ne fera qu'augmenter ta frustration. J'ai entendu des dizaines de femmes me dire « Quand on a un conflit, moi j'ai besoin d'en parler tout de suite. Mais lui se ferme, il me dit qu'il a besoin d'espace. Je prends ce silence pour du désintérêt. » Et quand je demande à l'homme ce qu'il vit pendant ce silence, la réponse est presque toujours la même. Je suis en train de réfléchir, de comprendre ce que je ressens, ce qui s'est mal passé, comment je peux arranger les choses. J'ai besoin de clarté avant d'en parler. Voici la clé neurobiologique. Quand un homme vit une tension émotionnelle, ses niveaux de cortisol, l'hormone du stress, montent en flèche. Un taux élevé de cortisol bloque sa capacité à accéder à ses émotions et à les verbaliser. C'est une réaction physiologique automatique. Son système nerveux passe en mode combat ou fuite. Dans cet état, il est biologiquement incapable d'avoir une conversation émotionnelle profonde. C'est pourquoi, lorsque tu le presses de parler immédiatement, que tu poursuis ce silence par plus de questions ou de reproches, tu ne fais qu'augmenter encore son taux de cortisol. Et plus le cortisol monte, plus il se ferme. Cela devient un cercle vicieux que beaucoup de couples répètent sans comprendre pourquoi. Je me souviens d'une femme qui souffrait terriblement, car chaque fois qu'ils se disputaient, son compagnon sortait marcher pendant 1 heure. Pour elle, cette absence signifiait « il m'abandonne ». S'il m'aimait, il resterait pour se battre pour notre relation. Mais quand je lui ai expliqué ce qui se passait réellement dans le cerveau de son partenaire, tout a changé. Pendant cette marche, son cerveau baissait progressivement les niveaux de cortisol. Le mouvement physique aide à éliminer les hormones du stress. Son système nerveux se régulait. Et ce n'est qu'après cette régulation qu'il pouvait de nouveau accéder à ses émotions de manière cohérente. Lorsqu'il revenait, il était prêt pour une discussion réelle, calme, connectée. Malheureusement, elle, épuisée par 1 heure d'angoisse, était déjà trop blessée pour accueillir ce moment. Alors, que peux-tu faire de cette information? Apprends à faire la différence entre le silence de traitement et le silence d'évitement. Le silence de traitement est temporaire. Il se manifeste quand il dit des choses comme « j'ai besoin de temps pour réfléchir » ou quand tu sens qu'il est absorbé par sa pensée.
Le silence d'évitement, lui, se répète sans fin. Il refuse systématiquement de parler de sujets importants, repousse les conversations, détourne constamment l'attention. Si c'est un silence de traitement, respecte-le, laisse-lui cet espace. Mais surtout, fixez ensemble un moment clair pour reprendre la discussion. C'est cette structure, cet équilibre entre espace et engagement qui permet aux relations de rester saines et profondes. Imaginons, tu comprends qu'il a besoin de temps pour réfléchir, alors tu dis quelque chose comme « Je comprends que tu aies besoin de temps pour y penser. On peut en reparler ce soir après le dîner » ou « Prends ton temps, mais j'aimerais qu'on reprenne cette conversation demain. » Cette approche te donne à toi la sécurité de savoir qu'il ne s'agit pas d'un abandon et à lui l'espace dont il a besoin sans la pression de devoir répondre immédiatement. Quand vous avez enfin cette conversation après son temps de réflexion, tu remarqueras une différence énorme. Il sera plus clair, plus présent, plus capable d'exprimer ce qu'il ressent, car son cerveau a eu le temps de se connecter à ses émotions, de les analyser et d'y voir plus clair. Et surtout, comprend que ce processus n'a rien à voir avec la force de son amour. En réalité, le silence est souvent une preuve qu'il tient profondément à toi. Il veut te donner une réponse réfléchie, cohérente, qui résout vraiment le problème, plutôt que de simplement réagir sur le coup de l'émotion. Une des choses les plus libératrices que tu puisses faire pour ta paix mentale, c'est d'arrêter d'interpréter le silence masculin comme un rejet. Le rejet, c'est autre chose. C'est quand quelqu'un ne se présente jamais, ne s'implique pas, ne montre aucun intérêt. Le silence de réflexion, lui, est simplement le signe d'un cerveau en train de faire son travail pour pouvoir se reconnecter à toi de façon authentique. Les hommes se lient par l'admiration. C'est un point absolument fondamental et pourtant l'un des plus mal compris dans les relations modernes. Je vais te dire quelque chose qui peut sembler controversé, mais qui est solidement soutenu par la neuroscience et par des années d'observation clinique. Les hommes tombent amoureux à travers l'admiration. Avant que tu ne penses qu'il s'agit de flatterie ou de jeu d'ego, laisse-moi t'expliquer. Le cerveau masculin est profondément lié à un besoin psychologique, celui de se sentir respecté et admiré par la personne qu'il aime. Ce n'est pas une question de vanité, c'est une composante essentielle de son identité et de sa valeur personnelle. Alors que les femmes construisent souvent leur identité à travers la connexion émotionnelle et les relations, les hommes, eux, la construisent à travers la compétition, l'accomplissement et le respect qu'ils reçoivent des personnes importantes dans leur vie. Et aucune opinion n'a plus de poids que celle de leur partenaire. Quand un homme sent que la femme qu'il aime l'admire sincèrement, qu'elle respecte qui il est, ses efforts, son caractère, quelque chose d'extraordinaire se produit dans son cerveau. Il libère simultanément de la testostérone, de la dopamine et de l'ocytocine. Ce mélange crée ce qu'on pourrait appeler l'état d'amour profond, bien au-delà de l'attirance physique. C'est un lien émotionnel intense et durable. L'admiration n'est pas la soumission. Beaucoup de femmes confondent ces deux notions. Elles pensent qu'admirer leur partenaire, c'est se taire, ne plus exprimer leur opinion ou se rendre passive. C'est totalement faux. L'admiration authentique ne signifie pas ignorer les défauts de l'autre. Elle consiste à voir et reconnaître ses qualités réelles, ses forces, ses efforts, et surtout à les exprimer. Le cerveau masculin a besoin de preuves verbales d'admiration. Il doit entendre que ce qu'il fait, ce qu'il est, a de la valeur pour toi. Et le fait est que beaucoup d'hommes sont affamés de cette reconnaissance parce qu'ils ne la reçoivent nulle part ailleurs. Au travail, on leur demande toujours plus. Dans la société, on critique constamment la masculinité. Et à la maison, s'ils ne trouvent que reproches et corrections, où peuvent-ils trouver la validation qui nourrit leur équilibre intérieur? Un exemple frappant. J'ai vu des hommes qui semblaient tout avoir, succès, argent, santé, mais qui se sentaient vides, démotivés, presque dépressifs. Et en creusant, la même racine revenait toujours. Ils ne se sentaient pas admirés ni respectés par leur partenaire. Je me souviens d'un patient qui m'a dit « J'ai l'impression que, quoi que je fasse, ce n'est jamais assez. Je travaille dur pour subvenir aux besoins de ma famille, et quand je rentre, je n'entends que ce que je n'ai pas fait. La poubelle, le temps avec les enfants,
ma présence émotionnelle, mais jamais un mot sur ce que je fais bien. Quand nous avons parlé avec sa femme, elle a reconnu qu'elle appréciait vraiment ses efforts, mais qu'elle avait pris l'habitude de ne mentionner que ce qui manquait. Elle avait oublié de dire ce qu'elle admirait chez lui. Nous avons mis en place un exercice simple mais puissant, la pratique quotidienne de l'admiration spécifique. Pas des compliments vagues du type « tu es génial », mais des reconnaissances précises. J'admire ta façon de gérer la pression au travail sans perdre ton calme. J'aime ta patience avec les enfants. Je te suis reconnaissante de toujours veiller à ce que la voiture soit en bon état. En quelques semaines, cet homme a changé. Il était plus présent, plus affectueux, plus impliqué, parce que son cerveau recevait enfin ce dont il avait besoin. La preuve qu'il était vu, valorisé, admiré. Le cercle vertueux de l'admiration. Quand un homme se sent admiré, il fait davantage d'efforts pour être digne de cette admiration. Quand il se sent respecté, il agit de façon plus respectable. Pas parce qu'il joue un rôle, mais parce que son cerveau fonctionne mieux. Plus d'énergie, plus de motivation, plus de capacité à donner le meilleur de lui-même. Et l'inverse est tout aussi vrai. La critique constante, le manque de reconnaissance, l'accent mis uniquement sur les erreurs, crée un cercle vicieux. Son niveau de testostérone baisse, le stress augmente, il devient moins performant, moins attentionné et finit par confirmer les reproches qu'on lui adresse. C'est une prophétie qui s'auto-réalise. Comment appliquer cela dans ta relation 1? Identifie 3 choses que tu admires vraiment chez ton partenaire. Ce peut être un trait de caractère, une compétence, une façon d'agir ou un effort constant. 2. Exprime-le régulièrement et de manière spécifique. Même une simple phrase suffit. J'ai remarqué comment tu as géré cette situation aujourd'hui et j'admire ton calme. 3. Exprime-le parfois en public, pas pour te vanter, mais pour qu'il entende devant d'autres ce que tu apprécies chez lui. Le respect social renforce puissamment son estime de soi. 4. Avant une discussion difficile, commence toujours par rappeler ce que tu valorises. Par exemple, j'admire vraiment à quel point tu te donnes pour notre famille. C'est justement pour ça que j'aimerais qu'on parle d'un meilleur équilibre pour que tu puisses aussi te reposer. Ce simple changement de ton transforme la communication. Au lieu de se sentir attaqué, il se sent respecté, compris et motivé à s'améliorer. Et c'est là que la vraie connexion naît, dans le respect mutuel et l'admiration réciproque. Imagine une situation totalement différente pour la conversation. Rappelle-toi, un homme qui se sent admiré par sa partenaire est un homme motivé à donner le meilleur de lui-même. Pas parce qu'il est manipulé, mais parce que son cerveau fonctionne de manière optimale lorsqu'il reçoit cette validation de la personne la plus importante de sa vie. Et une relation où les deux s'admirent sincèrement est une relation capable de traverser n'importe quelle tempête. Aujourd'hui, nous avons parcouru un chemin profond à travers la psychologie masculine dans les relations. Nous avons compris que les hommes se connectent en agissant, pas seulement en parlant. Nous avons vu que leur plaisir est lié à leur sentiment de compétence et de désir. Nous avons appris qu'ils ont besoin de se sentir utiles pour se sentir aimés, et que leur silence n'est pas un rejet, mais un processus intérieur. Nous avons découvert qu'ils tombent amoureux à travers l'admiration, et que leur vulnérabilité, bien que cachée, est d'une extrême fragilité. Ce ne sont pas des astuces psychologiques ni des stratégies de manipulation. Ce sont des fenêtres ouvertes sur le fonctionnement du cerveau masculin, sur sa manière unique de vivre l'amour, l'intimité et la connexion. Et lorsque tu comprends ces principes, lorsque tu les appliques avec authenticité et amour, tout change. Durant mes années de consultation, j'ai été témoin de transformations extraordinaires. J'ai vu des couples au bord de la séparation retrouver la connexion perdue. J'ai vu des femmes qui se sentaient incomprises pour enfin comprendre pourquoi leur partenaire agissait d'une certaine manière. J'ai vu des hommes qui se sentaient invisibles s'épanouir lorsqu'ils ont enfin été vus et valorisés dans leur propre langage. Et le plus beau, c'est que lorsque tu apprends à parler le langage émotionnel de ton partenaire, il commence naturellement à apprendre le tien. Quand tu crées cet espace de compréhension, de respect et de soins mutuels, vous gagnez tous les deux. Vous pouvez baisser les défenses et vous montrer tel que vous êtes vraiment.
C'est à ce moment-là que les relations cessent d'être des champs de bataille ou des suites de malentendus et deviennent ce qu'elles auraient toujours dû être, un refuge sûr où chacun peut être pleinement soi-même. Mais n'oublie pas, comprendre ne veut pas dire justifier des comportements nuisibles. Si ton partenaire adopte des schémas réellement toxiques, s'il y a un manque de respect constant ou une forme d'abus, cela ne peut pas être excusé. Certaines situations dépassent le pouvoir de la compréhension et exigent des limites claires, voire une séparation. En revanche, si tu es dans une relation fondamentalement saine, avec quelqu'un qui t'aime mais avec qui il est parfois difficile de se connecter, ces principes peuvent ouvrir des portes que tu ne soupçonnais même pas. Il faut aussi rappeler que chaque personne est unique. Tous les hommes ne correspondent pas exactement à ces schémas. Les différences culturelles, les expériences personnelles et les histoires de vie façonnent chacun d'une manière singulière. Utilise ces principes comme des guides, pas comme des règles absolues. Observe ton partenaire, apprends son langage propre et adapte ce que je t'ai partagé à ta réalité. Surtout, sois patiente avec toi-même. Changer des schémas relationnels enracinés depuis toute une vie n'est pas simple. Il y aura des moments où tu retomberas dans d'anciens réflexes, où tu oublieras d'appliquer ce que tu as appris, où la frustration prendra le dessus. C'est normal. Les relations sont un chemin d'apprentissage constant. L'important, c'est de continuer à essayer, à grandir et à chercher des manières plus profondes et authentiques de te relier à l'autre. Maintenant, j'aimerais te demander quelque chose. Si cette vidéo t'a apporté des éclairages précieux, si tu as appris quelque chose qui peut transformer ta relation, abonne-toi à cette chaîne et mets un j'aime à cette vidéo. Ton abonnement me montre que ce genre de contenu, fondé sur la neuropsychologie et l'expérience clinique, est ce dont tu as besoin et envie de voir davantage. Et ton like aide à ce que ce message atteigne d'autres femmes qui cherchent elles aussi à mieux comprendre leur partenaire. Mais surtout, j'aimerais connaître ton expérience. Te reconnais-tu dans certains points abordés aujourd'hui? As-tu vécu des situations où ces principes t'auraient aidé à mieux comprendre ton partenaire? Y a-t-il un aspect de ta relation que tu vois désormais différemment après cette vidéo? Laisse-moi un commentaire pour me raconter ton histoire. Tu n'as pas besoin d'entrer dans les détails personnels si tu ne veux pas, mais savoir comment ces enseignements résonnent en toi m'aide énormément. Rappelle-toi, les relations sont l'un des plus beaux et des plus importants travaux de notre vie. C'est dans cet espace que nous grandissons, que nous guérissons nos anciennes blessures, que nous apprenons à aimer au-delà de nos limites. Chaque effort que tu fais pour comprendre ton partenaire, chaque pas que tu franchis vers un langage émotionnel plus conscient, est un investissement dans votre bonheur commun. On se retrouve dans la prochaine vidéo où nous continuerons d'explorer la fascinante psychologie des relations humaines. Et si un sujet particulier t'intéresse, dis-le-moi dans les commentaires. Cette chaîne existe pour t'aider à construire des relations plus saines, plus profondes et plus épanouissantes. Prends soin de toi, sois bienveillante envers toi-même sur ce chemin d'apprentissage. Et souviens-toi toujours, comprendre ne signifie pas perdre ton pouvoir, cela signifie gagner en sagesse. Et avec cette sagesse, tu peux bâtir le type d'amour qui en vaut vraiment la peine, celui qui nourrit, qui élève et qui permet à chacun de s'épanouir pleinement. À très bientôt.